Donc je suis content d'intervenir, tout en étant un peu inquiet, parce que je ne suis pas du tout spécialiste particulièrement de l'agriculture malienne. Ce qui m'amène ici à accepter d'intervenir, c'est deux choses. Une expérience assez longue de développement de l'agriculture en Tunisie, donc de l'autre côté du Sahara, y compris en zone semi-désertique, tout au moins aride. Et il se trouve qu'actuellement, je retravaille avec un groupe de paysans de la région de Gafsa, donc tout à fait de l'autre côté du Sahara. Les conditions sont évidemment très différentes de celles du Mali, globalement, mais je connais un peu certaines de ces conditions. Et l'autre élément qui me permet d'intervenir dans ce cadre-là, c'est effectivement une réflexion assez générale que j'ai concrétisée dans ce livre. Et ce que je vais essayer de présenter là, c'est quelques éléments de réflexion, sans visée normative. C'est vraiment des choses que j'apporte au débat, et sur 3 points. De quelle agriculture le Mali a-t-il besoin? Premier. Deuxième, quelles seraient les politiques adaptées? Et la nécessité de la souveraineté alimentaire en 3e point. Donc vous voyez que j'ai repris les 3 thèmes qui étaient proposés, mais je mets souveraineté alimentaire à la fin. Alors ce que je vais vous dire se situe, il faudrait effectivement une longue introduction pour situer ce que je vais vous dire dans le cadre d'une réflexion sur un changement de cap en matière agricole et agroalimentaire, c'est-à-dire sortir d'un système actuel, aussi bien au niveau international que dans beaucoup de pays, qui est fondé effectivement sur un modèle de développement d'agriculture qui a failli sur de nombreux éléments, notamment dans des pays comme le Mali. Et deuxième élément, c'est prendre en compte le contexte malien particulier, ce que évidemment je n'ai pas le temps de faire, mais que vous connaissez. Donc premier point, avant quand même je voudrais citer trois éléments d'actualité. D'abord saluer effectivement la mémoire de Nelson Mandela, en espérant que tous les gouvernants qui saluent la grande figure qui a été Nelson Mandela et qui le restera, j'espère, prennent en compte un certain nombre de ses enseignements, notamment en matière de justice, de politique, etc. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, je pense, actuellement par rapport aussi bien à l'Afrique du Sud que pour l'ensemble de l'humanité. Il y a beaucoup de gouvernants au nord, au sud et partout qui devraient prendre quelques-uns et appliquer quelques-uns de ces messages. Deuxième élément d'actualité, c'est, il ne vous a pas échappé qu'il vient d'avoir un accord, même minimal, à l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce à Bali, qui, je le crains, je ne connais pas le détail, mais vu ce qui était en préparation, ne sera pas très favorable, effectivement, à l'évolution de l'agriculture et de l'alimentation au Mali. Et le troisième point d'actualité, c'est, je viens de découvrir dans une publication internationale qu'un grand accord vient d'être signé en matière de cacao. Ça ne concerne pas directement le Mali, mais certains de vos voisins, où il y a une concentration extrême qui est en train de s'installer dans le secteur de la transformation et de la commercialisation du cacao. Vous voyez, on n'est pas encore dans le changement de cap, l'agrobusiness continue à développer ses puissances. Aussi bien à Bali que dans le cadre de cet accord. Alors, quelle agriculture le Mali a besoin? Quand je dis le Mali, c'est effectivement les peuples maliens, c'est les milieux maliens, c'est effectivement la capacité de cette agriculture, ça a été évoqué à différentes reprises ce matin, de contribuer à un développement, je leur dirai 2 mots tout à l'heure, plus satisfaisant pour les populations maliennes. Donc je ne reviens pas sur les conditions naturelles et sociales de l'agriculture au Mali, simplement pour constater qu'à la fois l'insécurité liée au climat et la diversité des 3 grandes zones agroclimatiques du Mali, pour moi, sont 2 éléments qui devraient être pris en compte très fortement dans tout ce qui débouche sur le choix des techniques et des politiques au Mali, c'est-à-dire de faire face à l'insécurité née de certaines conditions climatiques et utiliser la complémentarité des 3 grandes zones agroclimatiques au Mali pour essayer de construire davantage de sécurité et de faciliter le développement. En tout cas, ces conditions très particulières des peuples sahéliens devraient beaucoup mieux être prises en compte par la communauté internationale qu'elle ne l'est actuellement, et on pourra y revenir tout à l'heure. La question « Quelle agriculture ?» renvoie à 2 sous-questions très complémentaires. La première concerne le choix des productions et des techniques, et la deuxième concerne la question des structures de production et d'échange. Là aussi, je vais être très bref, simplement rappeler quelques éléments qui proviennent justement de mon expérience
et de mes travaux de recherche, effectivement. Le choix des productions résulte de la participation de 3 groupes d'acteurs, les producteurs, évidemment, les débouchés, les marchés, on a beaucoup parlé ce matin, et les politiques. Il faut arriver à trouver cette convergence entre les souhaits des producteurs, les souhaits des consommateurs, notamment des marchés, et les enjeux des politiques. Dans les productions, il y a des enjeux de développement, il y a des enjeux d'écologie, etc. Et c'est tout ça qu'il faut arriver à marier aux 3 niveaux que je pose habituellement. Le premier niveau qui est le niveau local, où là, les conditions écologiques vont jouer, effectivement, vont être surdéterminantes, comme les structures de production. À l'échelle régionale, il va falloir notamment penser aux complémentarités entre différents lieux de production, différentes zones, qu'elles soient agronomiques ou climatiques. Et à l'échelle nationale, bien sûr, c'est tous les enjeux de la production agricole tels qu'on les a évoqués, notamment ce matin. En matière de choix des techniques, c'est, je pense, quelque chose qui vous concerne très directement, vu ce qu'on a évoqué ce matin à propos des investissements et des contributions de la diaspora au développement de l'agriculture. Il y a là tout un enjeu extrêmement important. Il s'agit, je développerai certains points après, il s'agit à la fois d'améliorer la productivité physique, c'est-à-dire la quantité produite par homme et par hectare, qui sont les 2 ressources principales, évidemment, et en améliorant le niveau de valeur ajoutée. On ne peut pas parler d'amélioration de la productivité physique, donc des rendements par homme et par hectare, sans se poser en même temps la question de la valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce qui reste entre le produit vendu, la valeur du produit vendu, et les achats d'intrants, d'amortissements, etc., qui sont nécessaires à la production. Il est évident que dans le cadre du Mali et dans le cadre de beaucoup d'autres pays, on commence maintenant à s'interroger beaucoup plus à ces questions, notamment je pense au rapport du GIEC de l'agronomie qui s'appelle l'Institut IASTD, qui a produit justement des choses très intéressantes sur la prise en compte de ces éléments et maximer non seulement la production physique, mais il faut en même temps maximer la valeur ajoutée, c'est-à-dire la richesse produite et la richesse produite localement qui va nous permettre de dégager les revenus et de financer les emplois. On est effectivement dans une situation dans laquelle le Mali et tous les pays subsahariens, dans une situation dramatique en matière d'emploi, et l'agriculture doit apporter une contribution extrêmement importante à la résolution de ce problème, à la fois de revenus et d'emploi. Je n'ai pas le temps de présenter les chiffres, l'exemple de la situation, mais il y a là un véritable enjeu pour l'agriculture malienne, en tout temps à la fois d'améliorer la valeur ajoutée et d'améliorer les emplois fixés dans l'agriculture. Alors quand on dit choix des techniques, la mode actuellement c'est effectivement de parler d'agroécologie, c'est-à-dire de prendre en compte les conditions naturelles beaucoup mieux qu'on l'a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire d'articuler ce qu'on apprend en base d'agronomie, de complexes plantes, milieux et climat, sol et climat, pardon, avec effectivement en prenant beaucoup plus en compte les ressources naturelles, à la fois pour mieux les valoriser et mieux les conserver. C'est le principe de base de l'agroécologie, sachant que cette agroécologie, elle a plusieurs définitions, je ne développe pas. Ce qui me paraît important, c'est effectivement articuler les ressources et les productions et les techniques, et notamment la question des rapports entre culture et élevage. Dans la question notamment très importante, on a parlé des sols ce matin, monsieur, peut-être, mon poste sur l'expérience de Vendée et de Mali, c'est la question de la fertilité des sols qui ne peut effectivement être améliorée que si on remet un peu d'élevage dans les zones où il faut cultiver, essayer de cultiver intensivement pour, y compris de l'élevage, tout le problème des plantes de légumineuses, l'acacia, etc., l'agroforesterie. Il y a eu des exemples dans le Nord Mali, Burkina, etc., notamment avec un agronome Pierre Rabhi qui maintenant est en France, qui fait beaucoup parler en France. Il y a tout un ensemble d'acquis de la part des paysans de la recherche qui doivent effectivement être beaucoup mieux valorisés. La question de la gestion de l'eau, on a évoqué, je n'ai pas le temps de développer, elle doit être gérée aussi dans une perspective de sécurité alimentaire, à la fois pour les hommes et pour les troupeaux. Moi, je me suis battu en Tunisie beaucoup pour qu'on utilise les périmètres irrigués dans la zone steppique et semi-désertique pour permettre de fabriquer des stocks de fourrage pour combattre les disettes et d'aliments, à la fois pour les animaux et pour les hommes. Je pense que ce qui était vrai il y a 40 ans en Tunisie est encore vrai dans des zones comme le nord et le centre malien. La question de la sécurité alimentaire doit être posée au centre de tous les choix
d'orientation de production et de techniques de production par rapport aux hommes et aussi aux animaux qui jouent dans ces pays-là un rôle extrêmement important, à la fois du point de vue alimentaire et du point de vue de la gestion de la fertilité. Et ceci doit se faire sans exclusive par rapport aux cultures de vente, c'est-à-dire que la sécurité alimentaire peut être aussi assurée par des échanges, donc par des achats, des ventes, etc. L'enjeu par rapport à ça, c'est d'engager un processus sécurisé. J'insiste beaucoup sur le terme de processus, c'est-à-dire qu'il faut être en mesure de travailler sur plusieurs années dans l'évolution de ces techniques, de ces productions, etc., avec évidemment les paysans, pour partir vers d'autres orientations et d'autres techniques. J'ai beaucoup entendu parler ce matin d'investissement. C'est un terme qui, en tant qu'agroéconomiste travaillant à d'autres systèmes alternatifs, me fait parfois un peu peur, parce que quand beaucoup de gens parlent d'investissement, de façon indéterminée, oui aux investissements d'infrastructures, avec toutes les difficultés qui ont été signalées, oui aux investissements qui servent notamment aux petits producteurs sur la sécurisation des débouchés, des stockages, etc. Oui les investissements dans la petite production et la transformation. Mais en général, quand la Banque mondiale et les financeurs parlent d'investissement, ils parlent d'investissement de façon indifférenciée, dont vont bénéficier effectivement les plus gros investisseurs, y compris les sociétés transnationales, etc. Donc j'insiste sur le fait que le terme d'investissement en soi comporte énormément d'avantages, mais aussi beaucoup de dangers, et qui doit être spécifique. Quelques mots maintenant sur les structures de production qui paraissent intéressantes à ça. Simplement quelques idées à partir de mon expérience et de ce que j'ai écrit. Un des premiers enjeux, c'est de prendre en compte la diversité. Rien ne me fait plus mal à mes expériences d'agroéconomiste, c'est de parler abstraitement des producteurs, de l'agriculture, etc. Non, l'agriculture est un espace économique et social stratifié, diversifié. On ne peut pas s'intéresser et résoudre les problèmes des très petits producteurs pauvres de la même façon que ceux des producteurs moyens et importants qui sont en train de se développer, y compris au détriment des producteurs moyens, petits et très pauvres. Il y a là une attention extrêmement forte à porter sur quelles sont effectivement les structures de production et leur diversité. Sinon, effectivement, on permettra, à travers des politiques sélectives, aux exploitants les mieux placés déjà de se développer au détriment de la terre, au détriment des emplois et des revenus des producteurs plus en difficulté. Toute la question, évidemment, donc, il s'agit d'éviter, il ne s'agit pas seulement de dire on va aider les paysans, il s'agit d'aider en prenant en compte leur diversité et d'éviter la constitution d'unités de production importantes, productivistes, etc. Donc il y a là tout un enjeu à réfléchir par rapport notamment tout à l'heure à ce que j'évoquais sur la question du choix des techniques, la question de l'emploi, etc. Je n'ai pas le temps de parler effectivement des conditions de la stabilisation des structures, des situations foncières. On a parlé tout à l'heure des choix collectifs qui avaient donné de mauvais résultats. Là aussi, pourquoi pas réfléchir dans la durée, dans le processus, à consolider des situations foncières de type collectif. Favoriser donc les groupes paysans, il y a là, je crois, un enjeu extrêmement important. Alors, ce qu'il faut éviter, donc, c'est organiser des échanges, on en a parlé, j'insiste pas. L'enjeu pour moi, et je pense pour beaucoup d'acteurs, y compris maliens et africains en général, c'est d'organisations internationales de plus en plus, c'est effectivement de contribuer à renforcer ce qu'on appelle l'agriculture paysanne et familiale durable, c'est-à-dire l'agriculture assurée par des paysans qui sont encore largement à la recherche de techniques de débouchés, mais qu'il faut conserver, protéger des caractéristiques du marché libéralisé qui leur amènent effectivement plus de catastrophes que d'avantages, enfin, certains acteurs de l'agriculture familiale. Alors, quelques mots sur quelle politique à partir de là. Là aussi, je vais être très prudent dans mes propos, parce que c'est des propos de réflexion un peu loin du terrain, et puis loin des difficultés concrètes que vit le Mali. J'insiste sur la question d'engager avec les forces paysannes, les forces sociales, un processus de développement sur la base de cette agriculture paysanne et familiale. Et j'insiste sur le processus de renforcement dont souffrent beaucoup de pays. C'est notamment à cause des choix internationaux, de la Banque mondiale, du FMI, etc. On ne va pas rentrer dans les détails de tout ce qu'ont vécu ces pays-là. Je vous renvoie notamment à un très bon livre, très intéressant,
de Mamadou Sissoko, qui a été un des fondateurs du réseau d'organisations paysannes et de producteurs agricoles de l'Ouest africain, qui est sénégalais, qui a écrit Dieu n'est pas un paysan, où justement il critique beaucoup cette période du tout État, on a évoqué Keïta tout à l'heure, et du zéro État maintenant. C'est-à-dire qu'on a fait basculer, après l'indépendance, beaucoup de pays africains, et le Mali en fait partie, d'une situation du tout État, où on croyait pouvoir planifier, construire effectivement une toute autre agriculture, à une période sans État, c'est-à-dire où on a cassé les systèmes qui étaient en place, liquidé pas mal de structures paysannes et d'organisations de marché, sans prendre le temps de construire éventuellement autre chose. Et on n'était pas dans le processus, on était vraiment dans la déconstruction brutale de choses qui effectivement avaient parfois été mal construites, mais c'est pas en les cassant brutalement, sans penser dans la durée, dans le processus, qu'est-ce qu'il fallait mettre en place. C'est la question de la sécurisation foncière, c'est la question de le développement continu de la productivité physique et de la valeur ajoutée, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est la sécurisation des niveaux de prix. Effectivement, une agriculture ne peut pas se développer, et ça on le sait du point de vue de l'histoire de tous les pays du monde en matière agricole, que ce soit les pays de l'OCDE ou la Corée ou la Thaïlande, etc., s'il n'y a pas un minimum de pérennité des prix. Et il ne peut pas y avoir stabilité des prix à un niveau satisfaisant progressivement, parce que les consommateurs ne sont pas en mesure d'acheter les produits à un prix directement rémunérateur. Donc là aussi, il y a processus. Il y a nécessité de réfléchir dans la durée, et cette réflexion dans la durée sur de nouvelles politiques ne peut pas se faire dans les conditions actuelles internationales. Et c'est là où j'en arrive à mon troisième point, qui sera un peu la conclusion. Pour sécuriser le foncier, les prix, les revenus, les processus de développement, il faut effectivement construire une nouvelle donne au plan international, dont les deux exemples que j'ai donnés tout à l'heure, l'accord à l'OMC et la concentration supplémentaire dans la filière cacao, qui annonce d'autres, qui est parallèle à la concentration dans d'autres secteurs, ne sont pas favorables au développement de l'agriculture du Mali tel que je la défends avec beaucoup d'autres, et notamment des responsables agricoles maliens et ouest-africains. Simplement, pour un petit rappel, je donne la définition de souveraineté alimentaire telle qu'elle a été bâtie en 2003 par la Via Campesina, après beaucoup d'autres définitions qui ont également évolué. La souveraineté alimentaire désigne le droit des populations de leur pays ou union à définir leur politique agricole alimentaire sans dumping vis-à-vis des autres pays. C'est-à-dire que c'est création de la souveraineté des États, c'est-à-dire qu'on demande à la communauté internationale de rétablir davantage de souveraineté des États dans leur capacité à définir avec leur peuple, leurs paysans, leurs consommateurs, etc., la politique adaptée à leur situation. Quelques exemples. Ça a été le cas, dans des conditions par ailleurs très critiquables, de la politique agricole communautaire, où là, il y a eu pendant très longtemps une souveraineté importante des gouvernements européens et des États européens à définir leur propre politique. Seulement, cette politique était définie avec des conditions à l'importation et à l'exportation qui étaient mauvaises par rapport à d'autres pays, notamment aux pays africains. C'est pour ça que maintenant, dans la définition, on demande sans dumping vis-à-vis des pays tiers. Et il existe encore beaucoup de façons de dumping actuellement de la part des États-Unis, notamment de l'Europe, même si elles ont un peu diminué. Cette souveraineté alimentaire est à construire sans pour autant réduire le volume des échanges. Il y a certains pays qui, au contraire, augmenteront le volume d'échanges. Simplement, il s'agit de mettre en place un système coopératif et non pas un système hégémonique comme le sont actuellement les systèmes alimentaires, dont l'hégémonie résulte à la fois des États puissants et des grandes sociétés transnationales. Ça suppose trois choses, principalement pour faire vite. Un changement dans la conception des relations internationales en matière agricole et alimentaire, prenant en compte l'importance de l'agriculture dans de très nombreux pays et que ce ne sont pas les échanges libéralisés qui peuvent régler la question compte tenu de la question alimentaire et des caractéristiques de l'agriculture actuellement. Donc à ce niveau-là, il faut une autre conception, donc sortir des règles actuelles de l'OMC, du consensus de Washington, etc., pour d'autres accords sur l'agriculture et sur les accords commerciaux. Ça, c'est le point international le plus difficile à obtenir. Deuxième niveau, c'est d'autres politiques régionales et nationales. Il y a eu des tentatives au niveau de la CEDEAO de l'Afrique de l'Ouest qui notamment ont porté leurs fruits. Je vous rappellerai la bataille
fort bénéfique sur le coton des pays d'Afrique de l'Ouest au moment de Cancun, qui avait demandé un traitement spécial pour les pays cotonniers et qui en même temps s'était battu contre les subventions de l'Europe et notamment des États-Unis sur ces questions-là. Donc ces politiques régionales, avec d'autres politiques en matière de coton, étaient effectivement une prémisse des politiques nationales et régionales différentes. Mais ça suppose qu'effectivement la Banque mondiale, le FMI et quelques autres organisations, les firmes multinationales abandonnent une grande partie de leur pouvoir. Troisième niveau qui me paraît très important et qui renvoie à notre débat d'aujourd'hui, c'est la question du développement d'autonomie des producteurs et des consommateurs par rapport à un certain nombre de forces extérieures qui leur sont effectivement peu propices loin de là. Alors comment avancer là-dessus? Deux éléments. C'est effectivement, et en tant que diaspora, vous avez effectivement votre rôle à jouer là-dedans, c'est renforcer tout ce qui tourne autour des mouvements sociaux, locaux et internationaux sur cette question de changer de cap en matière d'agriculture alimentaire. Il y a beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations syndicales qui sont affrontées à ce problème-là, qui militent là-dessus. Il faudrait que ça se renforce. Mais aussi, j'y insiste, que des gouvernements prennent déjà des décisions dérogatoires. Deux exemples de la part du Sénégal que je salue ici. La première, c'est à propos du refus des importations des oignons et du maintien du prix des oignons. Il y a quelques temps de cela, le refus d'importer des oignons pendant la période de la production locale, qu'il faudrait développer d'ailleurs en résolvant des questions de stockage et tout. Et le Sénégal vient de prendre une autre décision qui m'intéresse très fort par rapport à ce débat, prolonger le refus d'importation de volailles européennes, telles qu'on les a connues dans la guerre du poulet et des bas morceaux dans les années 2003-2004. Et je salue la volonté politique du Sénégal de prendre des décisions dérogatoires, mais le Sénégal est un petit pays. Si c'était pris au niveau de la CEDEAO, ça aurait beaucoup plus de sens. Donc je vous invite à réfléchir en tant que mouvement social africain à ces questions-là, de booster vos gouvernements pour qu'ils prennent des dérogations par rapport à l'OMC. Heureusement, il y a un État puissant en matière agricole et alimentaire qui vient de prendre également une mesure dérogatoire. Je ne sais pas ce qui a été décidé à l'OMC par rapport à cette décision de l'Inde. Vous avez peut-être vu que l'Inde a décidé de mettre en place un système de prix minima sur les céréales de base pour rémunérer correctement ses paysans et que, parallèlement, elle a mis en place un système de stockage, de régulation des prix à la consommation. L'Inde, pour moi, présente une ouverture extrêmement importante dans cette bagarre contre l'OMC, contre les sociétés transnationales, etc. Et je livre ces expériences au débat. Il faut effectivement, dans le cas du Mali et de l'Afrique de l'Ouest, renforcer la politique régionale. Donc là aussi, l'Afrique de l'Ouest a montré sur deux cas une grande capacité d'autonomie. À propos du coton en 2003, je l'ai évoqué, j'y insiste pas, mais là il y a aussi tout un travail à réfléchir parce que la position adoptée par les gouvernements à Cancun en 2003 à l'OMC était une véritable construction des organisations paysannes et des structures d'appui sur cette question du coton. Il y a à retravailler sur le tarif extérieur commun de la CEDEAO, etc. Et là, il y a Et autre exemple intéressant, c'est quand plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest ont refusé la signature des accords de partenariat économique il y a quelques années, quand maintenant c'est en train de s'écouter. Voilà ce que je voulais livrer à votre réflexion ce matin, sachant que c'est un combat extrêmement compliqué, aussi bien sur le terrain par rapport à la question des choix des équipes de production et tout, et au niveau politique, d'autres règles, d'autres politiques et d'autres règles internationales. Merci.